Et bonsoir tout le monde. Vous êtes au bon endroit. Nous sommes Enerfip et Montant Solar. On peut vous lire, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Donc, si vous voulez nous poser des questions ou nous informer de choses, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions sur votre droite. Benjamin n'est pas visible, mais on l'entend bien normalement. Exact. Alors, j'ai un petit problème technique, désolé d'avance, mais je suis bien présent et là pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc j'ai l'honneur d'être la seule visible. Il va falloir que je me tienne bien. Vous pouvez donc poser des questions sur l'onglet de droite. On va vous parler du projet de Design Porcelette, le projet photovoltaïque développé par Montant Solar. Il est 18h, c'est super. Moi, je propose qu'on attende encore 2-3 minutes les retardataires, histoire que tout le monde soit là. Si ça te convient, Benjamin, quand on commence. Pas de problème. Parfait. Alors, on va patienter encore un peu. Merci de venir si nombreux, c'est chouette. Hein. Donc, si vous venez nous voir avec des questions précises auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas de les noter sur la droite. Ça peut être des questions sur le projet photovoltaïque de Design Porcelette, ça peut être des questions sur le financement participatif en général, ça peut aussi être des questions sur Montant Solar. On est là tous les deux pour y répondre, donc n'hésitez pas à les poser. Il y a un truc qui est sympa, c'est que quand vous posez une question, les autres peuvent dire si cette question les intéresse. Ça la fait remonter et ça permet de s'assurer qu'on y répondra bien. Évidemment, on va vous donner beaucoup d'informations. Donc, j'espère qu'on répondra à la plupart des choses, des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, mais si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas. C'est par là qu'on pourra se parler. Mercredi, Benjamin, on m'a dit qu'il y avait le quart d'heure jurassien, comme le quart d'heure montpelliérain. Est-ce que le quart d'heure mosellan existe ou pas du tout? C'est possible. C'est fort possible. Après, bon, avec 18h02, je pense qu'on va pouvoir tout doucement. On va commencer tranquillement. Ça marche. Bon, allez, on démarre. Bienvenue sur la permanence d'information à distance de Enerfip et Montant Solar. Vous savez qu'on ne peut pas venir vous voir. C'est encore compliqué pour nous. Donc, on vous parle par ce biais-là. J'espère que ça vous conviendra. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas, mais on peut vous lire. N'hésitez pas à poser des questions sur la droite. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, d'abord, nous sommes deux. Il y a Benjamin, que vous ne voyez pas, mais que vous entendez, qui travaille... Voilà, qui travaille pour Montant Solar. C'est le développeur du projet photovoltaïque de Design Porcelette. C'est lui qui va pouvoir répondre à toutes les questions techniques sur le projet en lui-même. Moi, je suis Pauline, je suis responsable des investisseurs chez Enerfip. J'ai probablement discuté avec une partie d'entre vous déjà. Et je vais pouvoir vous parler de la plateforme en règle générale. Donc, en quelques mots, on va parler dans un premier temps d'Enerfip assez rapidement, parce que finalement, c'est pas vraiment ce qui vous passionne le plus, j'imagine. Juste pour vous expliquer ce qu'on fait et qui on est, on va vous parler de Montant Solar, qui est donc le développeur, ça je viens de vous le dire. Et puis, on va vous parler, et ça c'est la partie qui vous intéressera le plus, j'imagine, de la collecte de Design Porcelette. J'espère que vous m'entendez bien. Si Benjamin, si jamais il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Moi, a priori, ça devrait aller.
Il n'y a Ouais. aucun problème. Tout est Ok, bon. génial. On a une première question de M. Fontaine concernant la fiscalité. Je crois que dans une de tes slides, tu parles de Ouais, fiscalité, donc on y reviendra. on va en parler, ouais. Tout à fait. Si on commence par la fiscalité, tout le monde va partir, ça va être déprimant. On va commencer par les choses plus intéressantes. Alors, du coup, Enerfip. Enerfip, c'est une plateforme de financement participatif dédiée uniquement aux énergies renouvelables en France. Ça veut dire qu'on va vous proposer des projets. On est le lien juridique entre vous, les particuliers, et votre épargne, et les développeurs de projets d'énergie renouvelable. On est agréé par l'autorité des marchés financiers. Ce sont les gendarmes de la bourse qui vérifient qu'on fait bien ce qu'il faut. Et on est numéro 1 sur le marché des plateformes de financement participatif pour les énergies renouvelables en 2020. Donc nous, on existe depuis 5 ans. On a 20 collaborateurs et pas 19, il faut que je change ça. On a une qui est arrivée en début de semaine. On a financé 180 projets. On a passé la barre des 60 millions d'euros aussi. Et 22 000 membres. Donc, vous voyez, on est jeune puisqu'on a 5 ans, mais ça, c'est parce que la loi sur le financement participatif est passée il y a 5 ans. Donc, on ne pouvait pas être plus vieux que ça. Mais depuis, on a déjà financé pas mal de projets et on est vraiment spécialisé dans les énergies renouvelables. Enerfip. Alors, Enerfip a été créé par 4 copains qui sont tous les 4 issus des énergies renouvelables et qui se sont rendus compte qu'il y avait un chaînon manquant entre les territoires, les habitants, les riverains et les projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que les projets d'énergie renouvelable sont développés, mais finalement, il y a relativement peu d'implications et de retombées financières sur les particuliers et les riverains. Outre évidemment les impôts locaux, des agglos, des communes, etc. évidemment, mais en retombée directe, c'était plus rare. Donc, on a eu envie de créer Enerfip dans le cadre, dans l'objectif d'appliquer le circuit court à l'épargne, parce qu'on a tous envie d'être acteurs de la transition énergétique, en tout cas beaucoup d'entre nous. On fait tous des efforts, alors il y en a qui mangent moins de viande, il y en a qui achètent leurs légumes à côté et de saison, il y en a qui coupent l'eau en prenant leur douche ou qui coupent l'eau en se lavant les dents, enfin voilà, on fait tous ce qu'on peut, on fait pas assez, mais on fait déjà pas mal. Mais notre épargne, elle dort à la banque et pour le coup, on ne sait pas à quoi elle sert et on ne sait pas vraiment, on ne sait pas si c'est à côté de chez nous qu'elle est utilisée. Donc là, pour le coup, on vous permet d'investir dans des projets à côté de chez vous, extrêmement précis, qui sont des projets d'énergie renouvelable. Donc, vous fléchez votre épargne et ça, on trouvait que ça avait vraiment du sens. C'est aussi une manière de valoriser les biens communs, puisque le vent, le soleil, c'est les vôtres, ils sont à côté de chez vous, c'est vous qui bénéficiez de tout ça. Et donc, c'est une manière de participer, de soutenir des projets, de valoriser aussi les emplois qui sont non délocalisables, l'économie locale, etc. Donc, il y a un vrai engagement de ces investissements. Sans que pour autant on ait envie de faire des dons, parce qu'on travaille tous, notre épargne, elle a une valeur, et donc l'objectif, c'est qu'elle produise un peu quand même, plus que sur un livret A en tout cas. Et puis la dernière partie qui nous tient à cœur, c'est la pédagogie. Pourquoi ? Parce que pour que la transition énergétique se développe, on a besoin que les gens connaissent, sachent ce que c'est, comprennent les mégawatts, le photovoltaïque, l'éolien, etc. C'est en montant en compétences qu'on va pouvoir favoriser cette transition énergétique. Donc voilà, Enerfip, c'est ça. C'est une manière de participer et de devenir acteur de cette transition énergétique. Je répondrai à vos questions tout à l'heure ou en cours. Je ne sais pas si tu as vu des questions qui peuvent être intéressantes pour l'instant. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu Benjamin vous parler de Monton Solar. Bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau quand elles ont à me parler, je couperai Benjamin. Et puis, sinon, on y répondra juste après quand on aura terminé. Voilà. À toi. Du coup, donc la société Monton Solar, en fait, c'est une société qui a été fondée par un consortium de plusieurs entreprises, à savoir la société RAG Montagne Immobilier, donc, qui gérait en gros tout le parc immobilier minier, notamment en Sarre, du
côté de l'Allemagne, et la société Virkon, qui s'occupait donc du développement, et qui s'occupe toujours du développement et de la construction de centrales photovoltaïques à l'international, notamment avec une grosse centrale qui a été bâtie là, au cours des dernières années en Australie, plus de 400 mégawatts. Donc c'est voilà, une grosse société dans le développement de projets photovoltaïques. Et ces sociétés se sont associées à la société MMR et à la société Grosses pour créer Montant Solar, qui est une société du coup qui a pour objectif donc, de bâtir, alors à la fois de développer des projets et ensuite de bâtir des centrales photovoltaïques sur des friches minières. Donc je dirais la combinaison entre l'expérience de Virkon qui fait du photovoltaïque et RAG Mountain Immobilier qui a de l'expérience dans les terrains miniers pour créer cette société qui a du coup maintenant de l'expérience dans le développement de projets sur des friches particulièrement complexes et notamment sur friches minières. À l'heure actuelle, l'actionnariat a un peu évolué, à savoir que la société RAG Mountain Immobilier est sortie de notre capital, puisque eux, leur principale activité est située en Allemagne et ils n'ont pas forcément d'intérêt à aller de l'autre côté de la frontière en France. C'est pourquoi Virkon a racheté du coup quasiment la totalité donc, des actions de la société, ce qui fait de nous donc une filiale comme je le disais, de ce grand groupe du secteur du solaire. Et du coup, nous, dans notre activité, on s'appuie énormément sur cette société, à la fois dans le cadre de la planification, de la construction. Enfin, on a tout un tas de ressources que Virkon nous met à disposition et qui sont bien utiles dans le cadre du développement de nos projets. Alors, la société Montant Solar, il faut savoir qu'à la base, donc, on est issu du secteur minier et que nos centrales, nos principales références sont sur friches minières. Donc, on a une dizaine de centrales qui ont été bâties en Sarre, notamment, donc, dans un premier temps en Allemagne, avec une surface totale de presque 70 hectares, une puissance de 37 mégawatts crête et un investissement total de plus de 40 millions d'euros. Donc voilà pour, je dirais, les débuts et l'expérience actuelle de Montant Solar, qui a d'abord développé ses centrales en Allemagne. Et on peut passer peut-être à la slide suivante, qui du coup est passée progressivement de l'autre côté de la frontière, j'ai envie de dire, pour développer des friches minières, cette fois-ci en France. Donc avec 3 projets majeurs qui sont le Terril-Vandel, qui est donc une centrale qui a été mise en service. Peut-être que vous en avez entendu parler, parce qu'on a également fait un financement participatif pour cette centrale, qui était un vrai succès pour nous, et qui, du coup, voilà, comme je disais, a été mise en service en septembre de cette année. Et une autre centrale donc, pour laquelle on a organisé cette réunion, qui est la centrale de Diesen-Porcelette, qui est en cours de construction. La construction a bien avancé. C'est une centrale qui est de même puissance que le Terril-Vandel, qui devrait être finalisé d'ici début de l'année prochaine. Et un troisième projet qui est celui du bassin Saint-Charles, une plus petite centrale située dans un bassin de décantation de Schlam et qui, du coup, voilà, devrait être construit d'ici l'année prochaine. Donc le projet, il est situé sur le banc des communes de Diesen et Porcelette. Pour ceux qui ne sauraient pas forcément où ça se trouve, c'est vraiment quasiment à la frontière de l'Allemagne, à côté de la commune de Saint-Avold. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop bien la Moselle, on est à environ 40 à 50 km de Metz à peu près. Benjamin, il y a Thomas qui nous pose une question sur ton calcul de production annuelle. Il se demande comment tu fais, comment tu estimes la production annuelle d'un projet et comment faites-vous la conversion de mégawatts vers des gigawattheures par an pour ce site en particulier. Alors, si vous voulez, par rapport à la production annuelle du projet, alors, nous, on estime la production
à près de 18 000 mégawattheures par an. Il ne faut pas confondre ces chiffres de 18 000 mégawattheures par an, effectivement, comme vous le disiez, avec les mégawatts pic ou mégawatts crête, qui sont la puissance installée. C'est-à-dire que 17 mégawatts crête, c'est voilà, la puissance qui est installée, la performance que pourraient atteindre les modules si on avait tout le temps 100% d'ensoleillement. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Ça n'arrivera pas en Moselle, ça arrivera peut-être à Montpellier. Mais également, alors même si on est à Montpellier, les panneaux solaires, malheureusement, pas aujourd'hui. La nuit non plus. Et voilà, donc en fait, ce que nous, on va faire, c'est qu'on prend globalement un ensoleillement du coup moyen sur les sites en Moselle. Donc c'est via des stations météo, etc., qui calculent, qui ont pris au cours des 20-30 dernières années l'ensoleillement sur la région ou sur le département en particulier. Et nous, on essaye de prendre donc les données les plus fiables possibles pour essayer d'estimer combien est-ce qu'on pourrait prévoir de production par rapport du coup à ces 17 mégawatts crête qui sont installés et pour en déduire finalement combien est-ce qu'on va produire de gigawattheures par an. Il faut savoir que nous, les calculs qu'on fait, alors généralement, alors d'une part déjà, on a la chance d'avoir déjà des centrales non loin de là, qui sont en SAR. Donc on a aussi un retour d'expérience par rapport aux panneaux solaires qu'on a déjà pu installer et qui du coup voilà, vont pouvoir nous permettre de dire, nous, on est quasiment certain de produire tant et tant d'énergie chaque année. Et d'autre part, il faut savoir qu'on a aussi généralement je dirais comme base de calcul, une base relativement stricte. Enfin, je dirais qu'on est assez conservateur sur la façon dont on calcule ça, parce qu'il s'avère que généralement, les données qu'on annonce au départ sont finalement souvent en deçà de ce qu'on produit au final. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pour objectif de communiquer, de surcommuniquer entre guillemets sur des chiffres et au final faire seulement la moitié de ce qu'on aurait voulu faire. Au contraire, généralement, on est voilà, nos chiffres sont largement atteints par rapport à ce qu'on avait prévu. Ok, merci. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Parce que Fabrice me disait que c'était pas génial. Ça va là? Moi, je t'entends. Effectivement, c'était un peu haché auparavant, mais là pas Là, trop. ça va? D'accord. Simplement pour vous dire que continuez à poser des questions. Au fur et à mesure où on y a répondu, je les efface. Ça nous permet de voir plus clair sur ce qui nous reste à répondre. Mais voilà, n'en soyez pas offusqués. C'est pas que c'était pas intéressant, c'est justement qu'on y a répondu. Et si jamais l'explication n'était pas suffisamment claire, n'hésitez pas. Ah oui, bah, revenez. Hein, oui, à m'indiquer qu'on aille plus dans le détail par rapport à. Bien sûr, ça marche. Merci Fabrice pour l'info. Voilà, je te permets de reprendre la discussion. Alors globalement, la société Montant Solar, il faut savoir que, et c'est ce que font la majorité des autres développeurs, fondent en fait une société qu'on appelle une SPV, une société de projet, pour porter en fait les projets. Donc, cette société va porter les projets, détenir les droits, etc. de ces projets. Du coup, on a créé une société qui s'appelle la PSTW SAS, qui du coup détient les droits du projet donc Terril Vandel et du projet Dizaine Porcelette. D'accord. Alors par rapport au projet en tant que tel, il faut savoir que c'est un projet qui est lauréat de l'appel d'offres Creux 4.2. Donc c'est un appel d'offres qu'on a gagné en 2017 et qui nous permet à l'heure actuelle en fait d'avoir un prix de l'électricité qui est garanti pendant 20 ans. C'est-à-dire que EDF va s'engager à nous racheter toute l'électricité qui est produite sur ce parc à un prix qui est fixe pendant 20 ans. Donc nous, c'est une garantie qui est vraiment énorme pour nous, puisqu'on est certain de pouvoir écouler toute l'électricité qu'on va produire. Et on a également, au niveau de notre modèle économique, une énorme stabilité, puisqu'on est certain de pouvoir l'écouler à un prix qui est donné à l'heure actuelle. Alors que, comme vous le savez peut-être, l'électricité, généralement, ça se vend sur un marché. Enfin, tous les producteurs d'électricité n'ont pas la chance d'avoir un prix qui est fixé et qui est stable.
Donc, en ce sens, c'est une très bonne chose pour nous. Il faut savoir qu'on a du coup voilà, ce projet, c'est un projet qui est depuis très longtemps dans les cartons, avec un premier permis de construire qui avait été voilà, donné en 2012. Et au cours voilà, du développement, donc on est passé en appel d'offres, on a modifié le projet pour l'optimiser, pour optimiser la puissance, les panneaux, etc., avec un nouveau permis de construire du coup qui a été délivré en 2020, et c'est sur la base de ce permis-là qu'on est en train de construire la centrale. Juste, excuse-moi Benjamin, je t'interromps, pardon. Il y a Philippe et Johan qui aimeraient connaître le tarif d'achat de l'électricité. Je sais que tu ne le donneras pas, mais explique peut-être pourquoi. Oui, alors ça c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu compliqué de vous parler de ce prix puisque c'est quelque chose qui est confidentiel pour tous les développeurs parce qu'en fait la CRE pour délivrer en fait pour désigner les lauréats va s'appuyer sur certains critères, notamment à quel prix en fait on va pouvoir mettre l'électricité en vente. C'est-à-dire que la personne qui va, voilà, le développeur qui va donner un prix le plus bas aura déjà une chance énorme de gagner l'appel d'offres. Et en ce sens, je dirais, si on vous dévoilait le prix à l'heure actuelle, ce serait problématique pour nous puisqu'on pourrait plus se placer sur des appels d'offres, nos concurrents sauraient le prix. Mais voilà, je peux vous donner une fourchette, ça se situe entre 50 € et allez, 75 € du mégawattheure. Donc voilà. Bon, c'est une fourchette qui est très large, j'en suis désolé, mais on peut pas rentrer trop dans le détail parce que, comme je disais, c'est des informations qui sont confidentielles. Mais il faut savoir par rapport à ce prix que du coup, le prix est en train de baisser considérablement d'année en année puisque les énergies renouvelables sont en train de devenir suffisamment compétitives pour se passer de subventions et devenir voilà, de concurrencer d'autres énergies qui n'ont plus besoin de ces subventions. Merci. Donc, tu peux reprendre. Donc, par rapport à ce site, comme je le disais, nous, on est spécialiste dans le développement de centrales sur des friches minières. Et ce site-là donc, représente bien ce qu'on fait et est tout à fait caractéristique des sites que nous, on va exploiter, puisque c'est un ancien parc de stockage de charbon et de coke. Alors, à l'origine, c'était une carrière. Donc, on a creusé dans le sol pour exploiter voilà, du sable notamment, et qu'on est venu remblayer, donc on a utilisé comme bassin de décantation à charbon, qu'on a remblayé et qui a ensuite servi de parc de stockage. Donc c'est un site qui a un passé quand même assez lourd, qui a subi beaucoup de modifications et qui est voilà, qui est pas simple. Et on pourrait concrètement, au vu de la nature du sol, pas faire grand-chose dessus. C'est-à-dire que si on venait construire des bâtiments, il y aurait certainement des problèmes, notamment en termes de pollution, etc. Donc voilà, d'où l'intérêt de pouvoir faire ce genre d'aménagement. Et c'est un site qui est aussi très grand, puisqu'on est sur 20 hectares, donc ça nous permet de faire une centrale qui est d'une superficie quand même très conséquente. Je disais une superficie conséquente, faut savoir en effet qu'on a une puissance installée qui est de 17 MW crête. On est sur plus de 44 000 modules photovoltaïques, donc c'est quand même conséquent, avec une production qui est estimée à plus de 18 000 MWh par an. Ça correspond en fait à la consommation électrique moyenne, donc on parle bien hors chauffage, de près de plus de 7 600 personnes résidant en France. Donc, si on compare par rapport à la consommation électrique des communes de Dizaine et Porcelette, sur lesquelles sont installés le parc, on est à plus de 5 fois, enfin près de 5 fois la consommation de ces communes. Donc, c'est considérable et ces communes vont être totalement autonomes en électricité grâce à ce parc. Donc, c'est une très bonne chose pour ces communes et les maires, bien entendu, et les habitants en sont ravis. Par rapport à l'impact écologique, faut savoir aussi que ça permet d'économiser plus de 10 000 tonnes de CO2 chaque an, donc qui sont évitées, par rapport à une source d'énergie qui serait fossile, donc une électricité qui aurait été produite via une autre source plus polluante. Et donc c'est un projet qui est également rentable. On investit près de 13,5 millions d'euros, à la fois par la société et également via le financement participatif et la banque qui apporte également des fonds via un prêt.
Ok. Benjamin, il y a plusieurs questions sur l'ensoleillement, sur le site et les panneaux. Est-ce que tu veux y répondre maintenant ou tu préfères qu'on y réponde à la fin? On va peut-être répondre à ça à la fin parce que je sais qu'il y avait D'accord. aussi des questions, notamment de Monsieur Fontaine, de Monsieur Klein, qu'on n'a pas forcément répondu. Peut-être on les prendra peut-être dans Ok, l'ordre tout à l'heure, comme ça on pourra peut-être passer plus de temps dessus si c'est d'accord, bien pas de sûr. souci. Si c'est d'accord avec ça. Oui, oui, bien sûr. Donc juste pour finir par rapport à la présentation de notre projet, le calendrier, donc comme je le disais, on a débuté le projet dans les années 2010 avec donc la demande de permis de construire qui a été obtenue en 2012. En 2017, on a été désigné lauréat et enfin en 2020, suite à cette désignation lauréat et l'optimisation du projet via le nouveau permis de construire, on a été en mesure de débuter les travaux donc en septembre. Les travaux ont bien avancé. On a déjà quasiment fini de monter les pieux. On avance sur le montage des tables et on espère avoir très prochainement la livraison des premiers modules pour un raccordement au réseau qui est prévu donc en décembre et une mise en service qu'on espère en février 2021. Parfait. À moi de parler. Merci Benjamin pour tout ça. Parlons de la collecte, de la partie intéressante finalement, parce qu'on va rester très terre à terre. Donc là, on vous propose d'investir directement dans ce projet, dans la société PSTW. Là, vous avez vu ça, donc une société fille de Montant Solar, qui appartient à 100% à Montant Solar, et dans lequel vous trouverez le projet de Dizaine Porcelette. Donc, votre investissement va directement dans ce projet-là. Et il est sous forme d'obligation convertible. Donc, une obligation, c'est quoi? C'est un prêt que vous faites au projet sur une durée fixe, à un taux fixe. Il ne peut pas y avoir de changement. Convertible, ça veut dire que d'ici la fin du prêt, si jamais il y avait un défaut de paiement ou un retard ou quoi que ce soit, vous deviendriez propriétaire d'une partie de la centrale. Donc, vous devenez actionnaire. C'est des obligations convertibles en actions. Le fait d'être actionnaire, évidemment, c'est pas souhaitable pour personne, mais ça vous permet, vous avez compris que le projet il est en cours de construction, donc il va tourner d'ici 4 ans, il rapportera de l'argent. C'est un actif qu'on peut vendre pour récupérer tout ou partie du capital. Donc c'est des obligations, ça veut dire que le taux est fixe, la durée est fixe, et que si jamais il y a un problème, on peut vendre la centrale pour récupérer une partie de votre capital. Ou tout le capital, ça dépend du prix de vente de la centrale. Voilà. Donc évidemment, ce n'est pas l'objectif, ça n'arrivera pas, mais c'est une sécurité. La durée du prêt est de 4 ans. Vous prêtez votre capital au début, là, quand vous vous décidez, et vous récupérez votre capital au bout des 4 ans. Pendant ces 4 ans, votre capital travaille à hauteur de 5% brut par an. Donc c'est imposable, on va y revenir. Ces 5%, vous allez les toucher tous les ans. Donc, tous les ans, pendant 4 ans, vous allez récupérer vos intérêts et à la fin des 4 ans, vous récupérerez votre capital. Vous pouvez investir à partir de 10 € sans montant maximum. Donc, là, on a mis, je pense que c'est ce qui reste, c'est 1 million d'euros. Bon, entre les deux, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et vous pouvez investir via un PEA-PME. Alors, investir via le PEA-PME, c'est un avantage fiscal, ça vous évite d'être imposé sur le revenu. Ça se fait assez facilement. Vous choisissez au moment de votre investissement le PEA-PME. Vous pouvez télécharger un dossier à remettre à votre banque et la banque va se charger d'ajouter la ligne de titre non coté. Attention, cet ajout de ligne est payant, il y a des frais, donc il faut vérifier que le montant investi est suffisamment important pour couvrir ces frais-là. Sinon, ça ne sert à rien. À côté, je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer grosso modo comment ça se passe. Donc, si vous placez 1 000 €, vous touchez 50 € tous les ans. Et la dernière année, en plus de vos 50 € d'intérêt, vous touchez votre capital de 1 000 €. D'accord? Attention, ces 50 € sont bruts. Vous serez prélevé à la source des impôts. OK? Alors là, c'est la slide qui n'est pas drôle, c'est le truc pas très intéressant, c'est les risques et la fiscalité. Alors, les risques,
C'est important d'en parler. C'est vraiment primordial d'en parler parce qu'à partir du moment où vous épargnez, vous prenez un risque. À part le livret A qui est garanti par l'État, toute autre épargne entraîne un risque de perte en capital. Eh bien, évidemment, le financement participatif, ça n'y coupe pas. Il y a un risque de perdre son capital. Alors, la raison pour laquelle nous, on ne propose que du financement participatif des énergies renouvelables, c'est que ce risque est quand même très restreint. Comme on vous le disait, donc Montan Solar, c'est une grosse société allemande qui a de l'expérience dans le développement de ces projets. Ensuite, vous avez la possibilité, enfin, vous investissez dans un projet qui est là en cours de construction, qui est très bientôt terminé. Et du coup, il va très vite être accordé et rapporté, sachant que je ne sais pas si vous êtes familier des énergies photovoltaïques, mais il y a un très fort marché secondaire des parcs photovoltaïques. Et donc, même si tout s'arrêtait là aujourd'hui, on pourrait vendre ce parc et il aurait une valeur qui est très importante. Donc, la risque de perte de capital est très limité puisque le projet est en cours de construction, qu'il sera très bientôt raccordé, que nous avons un tarif d'achat garanti par EDF pendant 20 ans et que nous connaissons le taux d'ensoleillement du coin. Donc, financièrement, c'est quand même ultra sécurisé. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des risques. Alors, je voyais tout à l'heure une question sur les assurances. S'il y avait une tempête et qu'il y avait un bris de machine, eh bien évidemment, il y a toutes les assurances nécessaires, à la fois bris de machine, mais aussi perte d'exploitation. Donc, pendant toute la durée où le parc ne produit pas d'électricité, il y aurait eu un dédommagement des assurances. Il peut y avoir également un risque juridique. Oula, excuse-moi. Benjamin, il y a un problème avec le micro, je m'entends. Ah, voilà. Il y a aussi un risque juridique et fiscal, c'est le risque de changement de loi. Imaginez un changement de gouvernement et puis d'un coup, on n'autorise plus l'achat d'électricité photovoltaïque ou EDF qui fait faillite, ou vous voyez ce genre de problèmes structurels, quoi. C'est des risques systémiques. Ah ben là, oui, en effet, si EDF fait faillite, vous pourriez perdre votre capital. Enfin, personnellement, j'utiliserai toujours l'électricité et mon lave-linge. Donc, si on ne vend pas l'électricité à EDF, on pourra probablement la vendre à quelqu'un d'autre et le parc aura toujours une valeur. Donc, les risques sont limités, mais ils sont existants. Le risque de financement, bah là, pour ce projet-là, il est réglé, puisque de toute manière, il y a les prêts bancaires qu'il faut, etc. Voilà, donc c'est important d'en parler. Il faut comprendre que sur ce projet-là, c'est très limité, mais ce n'est pas impossible. Il n'y a pas 0% de risque, il y en a un tout petit peu. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est des frais. Quand vous investissez, très souvent, il y a des frais de dossier, des choses comme ça. Chez Enerfip, il n'y a rien. Il n'y a pas de frais à aucun moment. Donc, si vous placez de l'argent, que vous le récupérez sur votre compte bancaire, que finalement vous le remettez, vous n'avez jamais de frais à aucun moment. Je parlais de frais tout à l'heure pour les PEA-PME, mais c'est les frais bancaires. C'est la banque du PEA-PME qui demande des frais. Nous, Enerfip, à aucun moment, vous n'avez de frais. Donc, tout ce que vous investissez va dans le projet. Et enfin, je vais vous parler de fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est moins fun. Ce sont des intérêts qui sont imposables. En fait, l'État part du principe qu'il y a déjà une aide au niveau de la garantie d'achat de l'électricité par EDF pendant 20 ans, et donc ils ne peuvent pas faire plusieurs aides sur la même chose. Donc, il n'y a pas de réduction fiscale, vous êtes imposé à la flat tax. La flat tax, c'est quoi? Alors, je parle des intérêts, je parle évidemment pas de votre capital. Quand vous allez récupérer vos intérêts, vous allez payer des prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, ça, c'est 17,2%. Vous allez également payer l'impôt sur le revenu sous forme de prélèvement forfaitaire libératoire de 12,8%. 17,2 plus 12,8, ça fait 30%. Ça veut dire qu'au maximum, vous paierez 30% d'impôt sur les intérêts. Sachant que les 12,8% d'impôt sur le revenu, c'est un maximum. Si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas cette partie-là. Donc, au minimum, c'est 17,2 et au maximum, c'est 30%. Et ça dépend de votre impôt sur le revenu.
vous serez imposé à la source. Donc, nous, quand on vous versera les intérêts, ce seront les intérêts nets. Donc, tout à l'heure, quand je vous montrais ce petit tableau qui vous expliquait qu'il y avait 50 € par an, si vous investissez 1 000 €, eh bien, vous toucherez 50 € moins 30% sur votre livret Enerfip. Donc, voilà, moi, j'ai déjà parlé de ça. Maintenant, je voudrais juste prendre quelques minutes avant de faire un grand temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais parler du service client et de comment ça se passe sur Enerfip. Donc, d'abord, il y a un service client chez Enerfip qui est relativement efficace. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des mails. On est 3. Quand vous vous inscrivez chez Enerfip, vous avez une conseillère dédiée. C'est soit Valérie, soit moi, soit Maëva. Et c'était pas bien dans cet ordre-là, pardon, c'était pas très poli, mais j'ai lu bêtement. Et donc, on va pouvoir vous répondre par mail et par téléphone à tout moment, bon, sauf le soir et le week-end, hein, évidemment, mais on est vraiment très disponible. Donc, surtout, n'hésitez pas, quand vous êtes devant votre ordinateur, vous ne savez pas où vous cliquez, il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous avez un doute, vous nous appelez et on répondra très volontiers à vos questions. Certains d'entre vous sont déjà inscrits et savent qu'on est relativement réactive. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est comment ça se passe. Donc, quand vous allez sur le site enerfip.fr, si vous n'êtes pas déjà inscrit, si vous êtes inscrit, vous n'avez plus besoin de moi, vous savez comment faire. Mais si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous ». Jusque-là, vous allez y arriver. Vous allez rentrer votre adresse mail et vous allez répondre à un questionnaire. Ce questionnaire est à la fois ennuyeux, court et indispensable. Je m'explique. Il n'est pas très fun parce qu'on parle de votre expérience de financement, on parle de votre épargne, on parle de choses comme ça. Il est très court parce qu'il faut 3-4 minutes pour y répondre, mais il est indispensable pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est obligatoire, c'est la loi, on doit vous poser ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est parce que ça nous permet, nous, on est conseillé en investissement participatif. Et en fonction de votre profil d'investisseur, on va pouvoir vous suggérer des projets et pas d'autres. Il y a certains projets auxquels vous n'aurez pas droit si vous avez un profil prudent, parce qu'il nécessite un profil plutôt dynamique. Et inversement, si vous êtes dynamique, vous avez accès à tout. Donc, il est très important pour nous que vous répondiez correctement et au plus près de la vérité à ce questionnaire pour qu'on puisse vous conseiller le plus précisément possible. Voilà. Une fois que vous avez fait cette inscription, on va vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous y êtes, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et puis, on va vous demander aussi un justificatif de domicile, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais le projet de Dizaine Porcelette est réservé aux habitants de la Moselle et des départements limitrophes. Vous ne pouvez pas investir si vous habitez Montpellier à ce projet-là parce que c'est un projet local et qu'il a répondu à l'appel d'offres Creux. Voilà. J'espère avoir été claire. Maintenant, je vous propose de se lancer sur les questions et d'essayer de répondre à toutes vos questions. On commence par la fin enfin par les premières questions et puis on va voir au fur et à mesure si ça te va, Benjamin. Oui, avec plaisir. Donc, André, pour la fiscalité, on avait répondu. Pour l'équipement, pour l'assurance, on a répondu aussi. Alors, pour Philippe, du coup, la fiscalité, c'était bon, ça a été répondu, oui, je crois. Donc, oui. Ouais, et je confirmais effectivement ce qui a été dit par rapport à l'équipement. Il y a bien des assurances en cas de problème sur le matériel ou autre, une tempête ou autre qui viendrait casser le matériel. On est assuré et on serait bien sûr amené à remplacer le matériel. Il faut savoir cependant que vous, en tant qu'investisseur, vous ne serez pas impacté si jamais il y avait un tel dommage, puisque même s'il y avait perte de production, vous, en fait, vous recevez des intérêts fixes sur la somme que vous avez investie. Il n'y a pas d'impact en fonction des éventuelles pertes de production sur votre investissement. Voilà. Donc, pour le PEA, je vous ai répondu. Dans un premier temps, vous appelez votre banque pour vérifier que tout va bien et combien ça coûte. Ensuite, vous faites votre investissement auprès d'Enerfip. Et enfin, vous demandez à votre banque de faire le virement. Le passage d'obligation en action, je vous l'ai dit, c'est un risque de non-paiement, de retard, de défaut. Voilà. Ensuite, je te propose de répondre à Benjamin à la question de Dominique sur la différence d'ensoleillement entre Montpellier et la Moselle.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a une différence. Est-ce que tu l'as? Euh, alors, il y a une différence sensible entre les deux. Je l'ai plus forcément en tête, mais je crois qu'on devait être en Moselle à environ 1700 heures d'ensoleillement par an, là où à Montpellier, on serait au-dessus de 2000, si je ne me trompe pas. Donc, en effet, il y a forcément une différence. Maintenant, nous, ça, voilà, ça nous permet quand même d'être tout à fait rentable. C'est vrai que je dirais dans le temps, on avait plus tendance à aller au sud puisque les panneaux n'étaient pas forcément hyper performants, donc on allait forcément là où il y a le plus de soleil. À l'heure actuelle, même s'il y a un ensoleillement relativement faible, mais bien que voilà, je parle d'ensoleillement faible, il y a des pays où il y a un ensoleillement encore largement plus faible qu'en France, il faut le savoir. Et qui ont quand Et même du des coup, panneaux photovoltaïques. voilà, exactement. Et du coup, nous, ça nous permet, au vu des technologies actuelles qu'on utilise, d'être tout à fait rentable. Il faut savoir aussi que nous, on installe des grosses centrales solaires. On est sur plus de 44 000 panneaux photovoltaïques. Donc, c'est également cette masse de panneaux qui va nous permettre d'être rentable, puisqu'on fait des économies d'échelle. C'est-à-dire que plus on va avoir un terrain qui est grand, plus tous les frais fixes qui sont investis. Et derrière, tout ce qui est, voilà, étant donné qu'on achète également en masse, ça nous permet d'avoir une rentabilité suffisante. D'accord. Alors, par rapport à la deuxième partie de la question, peut-être si c'est possible de détailler la question, parce que je ne comprends pas forcément ce qui est demandé ici, Je mais pense que tu y as répondu. Tu parles sur l'ensoleillement sur les Allemands qui ont aussi des parcs et qui produisent. Enfin, tu y as répondu, non? voilà, enfin oui, enfin pour moi en fait, je dirais en Allemagne, il y a également un ensoleillement qui est plus faible que forcément dans le sud de la France, mais eux également voilà, ont les technologies enfin, les panneaux solaires sont suffisamment bien faits pour permettre de capter cette énergie-là, et puis ils ont également un système comme on l'a en France, hein, de subvention des énergies renouvelables qui leur permet également voilà, de soutenir ces filières-là. D'accord. Merci. Et pour la question de Philippe, juste au-dessus, du coup, on reste dans le thème de l'ensoleillement. Oui, alors je dirais pas que la lumière est plus importante que l'ensoleillement. Si par ensoleillement il est entendu, je dirais rayonnement direct du soleil, c'est-à-dire le soleil qui va directement taper sur le panneau. Forcément, nous c'est ce qu'on préfère, hein, quand il n'y a pas de nuages, quand tout est dégagé et que le soleil vient taper, qu'il est au zénith et qu'il vient taper directement sur le panneau, c'est ce qui est préférable. Après, bien sûr, je dirais le rayonnement, même quand il y a des nuages, c'est également important puisque on n'est pas obligé d'avoir du rayonnement direct sur le panneau. Et pour nous, donc oui, bien sûr, c'est important, même si on a de la lumière, ça nous permet d'assurer quand même de la production, même si on n'a pas voilà, un rayonnement direct sur le panneau. Très bien, merci. Pendant combien de temps le site est-il exploitable sans réinvestissement majeur, nous demande Fabrice. Alors nous, sur nos calculs, globalement, alors le bail amphithéotique, c'est-à-dire le document qu'on a signé avec donc le propriétaire du terrain qui nous permet d'installer ces panneaux et d'exploiter le site, est sur une base de 21 ans. On part sur le principe que généralement nos centrales sont exploitables au moins une vingtaine, 20-25 ans. Ça arrive qu'elles soient exploitables plus longtemps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après ces 21 ans-là, on va voilà, regarder dans quel état est la centrale. Est-ce qu'on pourrait continuer à l'exploiter telle qu'elle? Et si c'est le cas, ben, on va simplement prolonger le bail amphithéotique avec l'accord de la commune, enfin de la communauté de communes dans ce cas-là, plutôt communauté d'agglomération. Et donc prolonger donc, le bail et voilà, continuer à exploiter cette centrale. Avec du coup éventuellement des investissements ponctuels, notamment sur les onduleurs, qui sont des technologies qui généralement durent un peu moins longtemps que les panneaux solaires,
on est des fois sur voilà, du 10-15 ans de durée de vie, où là, on va des fois devoir, je dirais, remplacer ces composantes-là pour permettre, voilà, pour permettre à la centrale de continuer à fonctionner voilà, dans les meilleures conditions. D'accord, merci. Alors, on a plusieurs questions sur la provenance des panneaux, sur le recyclage et sur le rendement des panneaux que tu utilises à Dizaine. Oui. Alors, par rapport à la provenance, je crois que tu avais répondu, ou non, c'était une question qui a été répondue sur le site internet, sur la page projet. Ces panneaux, en fait, sont issus, ici, enfin, la provenance, c'est l'Asie, en fait. On a commandé ces panneaux en Asie. Nous, on aurait beaucoup aimé pouvoir commander des panneaux en France. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de filière qui est suffisamment mature, ou je dirais on avait une filière qui était suffisamment mature en France, mais qui a malheureusement subi la concurrence effectivement des pays asiatiques, qui du coup à l'heure actuelle n'est plus suffisamment à la fois compétitive et stable pour nous permettre voilà, d'avoir des panneaux photovoltaïques. Bien sûr, on plaide pour le développement d'une filière à ce niveau-là, une filière européenne. Ça, on préférerait forcément utiliser des produits locaux, mais malheureusement, à l'heure actuelle, on est obligé de se tourner vers des produits asiatiques. Et le recyclage ? Alors, par rapport au recyclage, il faut savoir que globalement, les panneaux photovoltaïques sont quand même, je dirais, faits avec des matériaux qui sont très bien recyclés, à savoir notamment le verre, parce que le verre, ça constitue quand même près de 75% de la composition du panneau, et ça, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini, hein. Après, bon, tout ce qui est aluminium, c'est également recyclable. Le silicium, on peut l'utiliser jusqu'à 4 à 5 fois, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser pour faire de nouvelles cellules photovoltaïques, et tout ce qui est matériaux ensuite type cuivre, argent, c'est des choses qu'on peut recycler et puis réutiliser, voilà, soit dans des nouveaux panneaux, soit lors d'autres utilisations. Et puis il y a une taxe à l'achat, non ? Pardon. Oui, exactement. En fait, il y a une écotaxe qui permet du coup le recyclage de ces panneaux, sachant qu'en fait, ce recyclage, c'est une obligation légale en France, hein. Il y a l'obligation à la fois pour les fabricants, les importateurs et les revendeurs de panneaux photovoltaïques de reprendre gratuitement les panneaux qui sont en fin de vie pour ensuite, du coup, amener à la collecte de ces déchets et puis le traitement de ces déchets. Donc, comme je disais, il y a bien une éco-participation sur les panneaux photovoltaïques qui permet de financer toute cette filière-là. Ok, merci. Il y a André qui nous demande, mais alors ça c'est plutôt moi qui vais répondre, si les investisseurs ont régulièrement accès au suivi de la production. Alors, à ce jour, chez Nerfip, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à obtenir des nouvelles des porteurs de projets une fois que le projet est lancé, qui tourne, etc. On n'a pas beaucoup d'infos. Alors, quand on en a, on vous les fait passer. Je suis en train de travailler, j'y ai passé l'après-midi là, sur une solution pour essayer de vous donner des nouvelles tous les ans. Enfin, vraiment tous les ans, vous dire combien a produit la centrale, s'il y a eu des événements particuliers, etc. Et donc, on est dessus, mais pour le moment, aujourd'hui, c'est pas encore super opérationnel. Je m'entends chez Benjamin, je ne sais pas si vous avez un son pourri aussi, mais moi, du coup, c'est un peu bizarre. Comment ? Tu as un écho. Ouais, je t'entends d'ailleurs pas du tout. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ou pas ? Vas-y, tu peux parler, s'il te plaît, Benjamin ? Oui, est-ce que c'est que ça là ? On ne s'entend plus. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que... Comment ça se fait ? Est-ce que là, ça va mieux ? Je t'entends tout à fait, il n'y a pas de souci. Toi, tu n'entends pas. Oui, il y a un problème de son là, hein, clairement. Comment ça se fait ? Est-ce que là, ça va mieux ? Ça n'a pas l'air. Hein. Est-ce que vous nous entendez là ou pas ?
Pauline, oui, moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends aussi? Je t'entends très mal. D'accord. Bon, alors si toi tu m'entends, on va faire comme ça. Alors oui, l'intérêt pour Montagne Solar de faire appel au financement participatif, alors que la centrale est déjà en cours de construction, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'argent vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer? On va voir si vous entendez Benjamin. Je suis désolée Philippe, si vous ne m'entendez pas. Si jamais vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez Pauline ou Benjamin? Parce que du coup, ça sera l'un ou l'autre qui prendra la parole. Ah, on entend très bien Pauline, mais pas Benjamin. Est-ce que là, vous m'entendez? Non, c'est pas mieux. Est-ce que tu peux couper juste ton micro le temps que je réponde à la question? Bien sûr, pas de problème. Merci. On va refaire un essai tout à l'heure. Je vais juste répondre à la question pour avancer un tout petit peu. S'il y a quoi que ce soit, continuez à nous le dire, s'il vous plaît. Oui, donc l'intérêt de Montagne Solar de faire appel au financement participatif, alors oui, en effet, ils n'ont pas forcément un gros besoin financier. En revanche, comme on vous l'a dit, ils ont répondu à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et en fait, la CRE, elle lance son appel d'offres et elle dit, donnez-moi le montant que vous souhaitez d'achat de l'électricité et je vais choisir ceux qui veulent le plus bas. Et en fait, ils veulent impliquer les riverains et donc ils disent, si vous faites du financement participatif, vous aurez un avantage par rapport aux autres pour gagner cet appel d'offres. Et ce financement participatif, il a tout un tas de contraintes de montant, de pourcentage du projet, etc., mais aussi des contraintes géographiques. Et c'est pour ça que vous ne pouvez investir que dans la Moselle et dans les départements limitrophes, parce que l'objectif, c'est que ce soit le plus riverain possible. Donc, le financement participatif, dans ce cas-là, est vraiment mis en valeur, décidé dans le cadre de l'appel d'offres de la CRE. Voilà. Après, nous, le financement participatif, c'est pas toujours pour ça, mais sur ce projet-là, c'est quand même principalement. Après, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Montagne Solar, c'est vraiment une société qui a envie de faire participer les riverains. Ils sont assez actifs dans les zones des projets. Et donc, c'est un autre moyen de se faire connaître, de parler des projets et puis d'impliquer les gens autour des projets. Si je parle avec tu, je sais pas si oh là là, pas du tout, Benjamin. Est-ce que tu peux essayer de te déconnecter, de te reconnecter? Je vais faire ça, je reviens. Merci. Alors, je continue sur le PEA, les frais. Johan, les frais de PEA, je ne les ai pas du tout en tête, mais par contre, ils sont limités par la loi Pacte qui est passée en début d'année. Si vous allez sur le support d'Enerfip, l'adresse c'est support.enerfip.fr, vous avez des articles de FAQ sur le PEA et vous avez les frais qui sont autorisés par la loi Pacte. Maintenant, ça vous dira pas combien prend votre banque, ça vous dira quel est le maximum autorisé. Donc, il faut de toute manière passer par votre banque pour savoir exactement combien ça coûte. Ensuite, je continue sur que se passe-t-il après 4 ans, Richard? Après 4 ans, c'est fini, tout simplement. Donc, en fait, vous allez récupérer les fonds sur votre livret Enerfip. Donc, vous aurez touché les intérêts tous les ans. Vous les aurez peut-être récupérés. Peut-être que vous les aurez utilisés pour vous faire un resto, vous acheter une trottinette électrique. Et ensuite, à la fin, vous récupérez votre capital. Et là, ils seront sur le livret Enerfip. Soit vous le réinvestissez sur un projet, soit vous le récupérez sur votre compte bancaire, sans frais toujours. Voilà. Donc, ça sera terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres projets de Montagne Solar dans 4 ans, d'autres projets dans le coin. Nous, si vous regardez sur la plateforme, on a plein de projets de partout, venant de plein de développeurs. Donc, l'objectif, c'est de vous apporter une liquidité. C'est pour ça que c'est sur des durées courtes, pour que vous puissiez soit récupérer, soit réinvestir. Et ça fait boule de neige au fur et à mesure. Benjamin, tu es là? Je suis de retour. Est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Alors, je vais juste me permettre de reprendre un petit truc par rapport à ce qui avait été dit avant, par rapport à l'intérêt du développeur de projet de faire ce financement participatif. Comme Pauline l'a dit, pour nous, c'est aussi un moyen de faire
faire du lien avec les personnes qui sont plus ou moins proches du projet, alors à la fois les habitants, mais des gens qui sont également intéressés par le projet, donc nous permettre de créer notamment ce type voilà, d'événements pour pouvoir vous présenter le projet, pouvoir répondre à vos questions, etc. Allô? Ah, ça y est. Oui, il y a eu un... Ok. Ouais, Il y a eu un problème ou mais ça y est, c'est nouveau? revenu. D'accord. Donc, comme je Il y a disais, eu nous, une c'est... coupure, ouais. D'accord. Bah, c'est un moyen pour nous de faire du lien avec vous, de faire ce type de réunion et puis de pouvoir vous présenter le projet, répondre à vos questions, etc. Donc, voilà. Ouais, c'est très bien. Il y a Fabrice qui a encore une question sur les panneaux. Décidément, on les aura dépiotés, ces panneaux, ce soir. Quel est leur rendement pour ceux utilisés par dizaines? Alors, globalement, si on prend, bon, en termes de puissance installée, ça peut, je dirais, peu d'intérêt de parler de la puissance en tant que telle. J'irais plutôt sur effectivement le rendement effectif, à savoir que si on considère qu'on produit 18 000 mégawattheures par an avec 44 000 panneaux, ça nous fait environ 400 kWh produits par panneau. Donc, globalement, ça nous ferait allez, 5 la production de 5 à 6 panneaux, ça ferait la consommation électrique d'un foyer français hors chauffage. Pour être, je dirais, je pense que c'est plus représentatif que de parler uniquement de puissance installée. Ok. Merci. Alors, il y a la question de René. Après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est la dernière. Alors, c'est un peu toi et un peu moi. Sachant que les parcs éoliens sont revendus plusieurs fois, qu'en est-il des photovoltaïques? Certains se font beaucoup d'argent, donc je trouve que 5% brut annuel, c'est un peu léger. Alors, vas-y, je te laisse commencer à répondre et puis je compléterai si. Alors, par rapport aux centrales à la fois éoliennes et photovoltaïques, en effet, ce type d'installation, ça se revend. Il y a des investisseurs qui les rachètent et puis qui, des fois, les revendent derrière. Maintenant, sur les marges que ces entreprises se font, je pense que ça se joue moins sur le fait de racheter la centrale et de la revendre, puisque je dirais la centrale est déjà bâtie, quoi, hein, donc on ne change plus grand-chose au projet. Ces entreprises-là ont surtout, je dirais, un intérêt financier dans la mesure où elles vont percevoir la rente qui est du coup produite du fait de la revente de l'électricité, quoi, hein. Elles vont obtenir leur bénéfice là-dessus et moins. Je pense pas qu'il y ait de grosses marges qui soient faites en achetant un parc à un prix X et en le revendant à un prix Y. Ça se fait plutôt lorsqu'on achète un projet qui est en cours de développement, qui n'est pas encore construit et on va revendre les droits du projet, une autre société. Ah, vous entendez pas Benjamin? Personne n'entend Benjamin? Non. Parce qu'André dit qu'il ne vous entend pas. Est-ce que les... Ah si, Damien, bon, ça va alors. Parce que c'est un moment que vous êtes dans le silence. Vas-y. Non, du coup, je disais les marges, le fait d'acheter, de revendre comme ça, c'est plutôt lorsqu'on achète un projet en développement et que du coup, la société qui l'a racheté va construire le parc et le revendre derrière. Là, effectivement, il y a une grosse marge qui va être prise puisque il y a une plus-value conséquente du fait de la mise en œuvre du projet, de la construction, etc. Maintenant, je suis pas oui, certain, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier de développer le parc et juste avant la construction, de vendre le parc. Mais ce n'est pas votre cas, non, Montant-Solar, vous êtes exploitant aussi. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a pour objectif d'exploiter un maximum nos centrales. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est même dans les centrales, au niveau des centrales que nous, on est amené à revendre, on essaye généralement de les exploiter un minimum pour voir quels sont les éventuels défauts, les éventuels problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la centrale, pour que lorsqu'on la revend, on est certain d'avoir résolu tous les problèmes, la construction est finie, tout est finalisé, tout est en ordre, et on peut revendre une centrale qui est propre, entre guillemets, qui est bien construite et qui marche correctement.
Alors du coup, si on parle de là, le projet de design porcelette, dans les 4 prochaines années, il n'y a pas de prévu de vendre cette centrale, j'imagine, puisque là, on parle d'un projet de 4 ans. Hein, donc pour nous, ce qui compte, c'est 4 ans. Après, dans 10 ans, on ne sera plus là, enfin, on s'en fiche. Mais... Donc, dans les 4 prochaines années, a priori, le parc ne sera pas vendu. Si jamais il était vendu, c'est peu probable, mais s'il était vendu, il y aurait 2 cas possibles. Soit l'acheteur souhaite mettre fin au financement participatif et vous seriez remboursé en anticipé. Donc, vous récupérez vos fonds sur votre livret plus tôt que ce qui était prévu. Soit l'acheteur souhaite conserver le financement participatif et le garde. Alors, de toute manière, la Creux, dont je vous parlais, l'appel d'offres, pour avoir le bonus, demande à ce que la durée du financement participatif soit d'au minimum 3 ans après le raccordement. Ce qui veut dire que même si le parc était acheté, ils auraient besoin de garder le financement participatif pendant les 3 ans qui suivent le raccordement, donc 4 ans. Si je peux me permettre, Pauline, oui, à mon sens, en fait, il y a à mon sens aucun intérêt à enlever le financement participatif, à rembourser les obligations convertibles en actions, puisque comme tu le disais, il y a cette histoire de bonus qui est conditionnée au fait d'avoir ce financement dans la société. Et je pense que à la fois, enfin, nous, dans tous les cas, on n'a aucun intérêt à faire ça, et même une autre entreprise qui serait éventuellement amenée à racheter le parc n'aurait aucun intérêt à venir rembourser ses obligations convertibles en actions puisqu'elle perdrait le bonus sur l'électricité revendue. Donc là-dessus, il y a très peu de chance et pour ma part, en tout cas, je vois vraiment pas l'intérêt de rembourser ces obligations convertibles en actions. Et ensuite, en ce qui concerne le taux, les 5%, c'est parce que vous avez des taux qui sont sur notre plateforme entre 5 et 6,5, 7. Ça dépend un peu des risques aussi. Hein. Donc là, c'est un projet qui est tellement solide que bon, ça reste un taux qui est quand même ultra intéressant pour de l'épargne. Si on regarde les produits d'épargne proposés par vos banques, il n'y en a pas beaucoup qui atteignent 5% brut ou 3,5 net. Et également, nous, au niveau du financement, on est sur des taux, c'est-à-dire que si ce qu'on met à l'heure actuelle, ce qu'on ouvre en financement participatif, on l'avait financé via une dette bancaire, on serait très largement en dessous des 5% bruts. Bon, je ne suis pas en mesure de vous donner le taux actuel qu'on a auprès de la banque, mais il faut savoir qu'on est largement en dessous de 1,5%. Donc il y a quand même une sacrée différence. C'est pour ça qu'on estime que 5%, c'est quand même un taux c'est un bon taux et comme le disait Pauline, par rapport à d'autres livrets, livrets A, etc., on a quand même, il y a quand même une sacrée différence de rendement par rapport à d'autres. Le rendement, le rapport rendement-risque est quand même assez élevé. La dernière question avant d'y aller, que se passe-t-il s'il n'y a pas assez d'appels d'offres? Alors moi, je n'ai pas compris cette question, je suis désolée. Est-ce que tu la comprends, Benjamin? Pas forcément. Alors peut-être que c'était demandé dans le sens, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de développeurs qui soumettent des offres lors des appels d'offres. Ou alors, si on n'arrive pas à la totalité de la collecte, peut-être, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on parle des appels d'offres de la Creux ou si... Ah oui, d'accord, oui, peut-être qu'on parle de la collecte, en effet. Alors, si on parle de la collecte, ou je commencerai par la Creux. Si on parle de la Creux, les appels d'offres de la Creux, s'il n'y a plus d'appels d'offres de la Creux, il n'y aura plus de subventions au photovoltaïque. S'il n'y a pas suffisamment de développeurs qui répondent à ces appels d'offres, ils vont simplement subventionner ce qui a été les candidatures qui ont été. Oui, c'est la collecte. Tu vois, il y a Philippe qui confirme que c'est la collecte. Alors, par rapport à la collecte, nous, il n'y a aucun problème par rapport au fait qu'on n'atteigne pas éventuellement l'objectif ou le plafond. Et je viens de voir que M. Fontaine va nous quitter. Je suis vraiment désolé si vous ne m'entendez pas. J'espère que pour les autres,
Vous m'entendez quand même? Oui, oui, on t'entend bien. Je suis vraiment désolé. Donc, si on n'arrive pas à la totalité de la collecte, ça fait quoi? Voilà, alors ça change rien. Il n'y aura aucun souci puisque nous, on souscrira dans tous les cas, enfin on émettra dans tous les cas les obligations convertibles en actions qui auront été souscrites. C'est-à-dire que qu'on récolte 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros ou 1 million, dans tous les cas, on émettra ce qui aura été souscrit. Donc les investissements que vous ferez seront garantis et ils auront bien lieu. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. L'objectif qu'on s'est fixé, pourquoi on a fixé 400 000 euros, c'est parce qu'on estimait que c'était un objectif relativement, je dirais, atteignable, puisque c'est la somme qu'on a récoltée pour Terril Vandel, pour notre projet Terril Vandel sur Forbach et Petite Rosselle. Et on a donc un plafond, à ne pas confondre avec l'objectif, un plafond de 1 150 000 euros, qui est effectivement l'objectif, je dirais, maximum, la somme maximum qu'on pourrait mettre à disposition. Mais si on récolte moins que ces deux sommes-là, ça ne changera rien. Ça ne remet pas en cause la collecte et les intérêts commenceront à courir quand même. Voilà. Au final, quels sont objectivement les risques les plus plausibles pour ce type d'épargne et de projet? En fait, j'en vois pas, moi. Je sais pas. C'est horrible, j'ai pas le droit de le dire. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi Enfin, oui, il pourrait y avoir Montagne Solar qui fait faillite. Voilà. Allez, ça, c'est un risque plausible. Montagne Solar fait faillite. Ils se mettent en liquidation judiciaire. Eh bien, c'est plus plausible qu'EDF. C'est quelque chose qui peut arriver. D'abord, nous, on a regardé, comme pour chaque projet, on a regardé leur santé financière et on sait que dans les 4 prochaines années, c'est très peu probable que ça arrive. Si c'était le cas, ils arrêteraient peut-être de payer les intérêts tous les ans et ils ne pourraient pas payer le capital à la fin des 4 ans. Et dans ces cas-là, vos obligations se transformeraient en actions. Et donc, d'un coup, vous deviendriez propriétaire d'une partie de la centrale de Dizaine-Porcelette. Et nous, Enerfip, en tant que représentants de la masse, on se chargerait de vendre cette centrale pour que vous puissiez récupérer les fonds. Alors, ça ne se ferait pas en 1 mois, hein, ça serait long. Donc, ça veut dire qu'il y aura un délai dans votre récupération du capital. Ça serait long parce qu'il y a des temps juridiques, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui se passerait. Voilà. Ouais. Juste pour rajouter un petit truc, Pauline, parce qu'effectivement, alors il y a cette sécurité-là qui me paraît... alors, c'est une bonne sécurité pour les investisseurs, mais qui me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre. Comme tu disais, c'est quand même sur du temps long. On a une autre sécurité qui est une garantie maison mère. Ah oui. À savoir que la société Vircon, parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est vrai, c'est important. La société Vircon, qui est donc notre maison mère, comme je vous le disais au début, c'est une société voilà, une grosse société qui pèse plusieurs millions d'euros, qui est d'ailleurs, dont l'actionnaire principal est le groupe SAP. Donc le logiciel SAP qui pèse quant à lui plusieurs milliards d'euros, si je ne me trompe pas, et qui en fait a émis une garantie, c'est-à-dire que Vircon s'est engagé à rembourser l'ensemble des sommes qui seraient mises en jeu si jamais la PSTW était amenée à faire faillite. C'est-à-dire que si PSTW fait faillite, Vircon s'engage à vous rembourser les intérêts à la place de la PSTW et à vous rembourser votre capital à la fin des 4 ans, si jamais la PSCW n'était pas en mesure de vous les rembourser. Donc on a cette double assurance, je dirais, à la fois la conversion des obligations en actions et également cette garantie-là qui font que, alors effectivement, c'est un risque, mais ce risque-là finalement est assez minime. Donc pour répondre à la question de Johan, je dirais on a des risques qu'on a déjà cités. Le risque de construction. On n'a pas cité tu sais, genre un gros tremblement de terre qui n'est pas couvert par l'assurance, par exemple. Bien sûr. Ça peut toujours arriver, effectivement. Le Covid, ça pourrait aussi être un risque parce que forcément, on peut avoir des délais au niveau de la fourniture des panneaux, ça peut décaler un peu le chantier, mais finalement sur Terril Vandel, on l'a bien vu, ça a décalé de 1 à 2 mois le projet. Finalement, il a quand même été construit, il a quand même été raccordé. Donc voilà, le risque grêle, pourquoi pas, mais en soi, c'est finalement exactement la même chose que pour les risques matériels, c'est-à-dire que si on a de la casse, on va être remboursé et puis c'est assuré.
Donc en ce sens, il y a, je dirais, c'est effectivement un investissement qui est quand même relativement sûr par rapport au taux qui est annoncé. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu correctement à vos questions. J'espère aussi que vous ressortez de cette réunion éclairée et que vous avez voilà, vous avez bien compris le projet. Si vous voulez investir, ça se passe sur enerfip.fr. C'est simple, c'est gratuit et il y a un numéro de téléphone partout si vous avez besoin d'aide. Voilà, on est là pour ça. Je vous remercie pour votre attention. C'est super de voir qu'il y a des questions, que vous êtes vraiment actifs. Et merci de vous être inscrits. Cette réunion sera en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, si vous voulez la revoir. Et puis, ben voilà, merci à vous. Allez investir. Il vous reste un peu de temps. Et puis appelez-nous si vous avez des questions. Merci Benjamin, c'était chouette de t'avoir. Oui, merci à toi. Et puis merci à tous les participants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Enerfip ou vers Montant Solar. On se fera un plaisir de vous répondre et en espérant avoir de nouveaux nouvelles prochainement. Ça marche. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir, merci.